Ce n'était pas le bon titre sur la diapo, mais c'est pas grave. Rebonjour et bonsoir à tout le monde. Donc, dernière partie de cette première journée de Medfeld 2025. Depuis la reprise en 2022, nous avions inauguré un système de débat avec un débat chaque jour avec un grand témoin. Et nous avons décidé de faire évoluer la formule. Et nous avons un seul grand débat avec deux grands témoins. Et nous avons choisi comme thème pour ce premier grand débat, les fruits et légumes sont-ils chers? Alors on va essayer de travailler ce thème. Et je suis très heureux pour en discuter avec nous tous, d'accueillir Marie-Amandine Stevenin. Vous êtes la présidente de l'UFC Que Choisir, la première association de consommateurs en France. Vous nous en direz plus. Bonsoir. Et merci d'être venu. Et je suis aussi très heureux, même si je la connais un peu plus que Marie-Amandine, d'accueillir Christelle Tessèdre. Alors, Christelle, d'abord, vous êtes primeur. C'est votre métier. Après SAC dans le Lot. Donc, vous arrivez du Lot depuis tout à l'heure et vous repartez tout à l'heure. Donc, un grand merci d'être venu. Et vous êtes présidente de l'association Saveur Commerce, qui est la fédération, le syndicat des primeurs en France, et aussi présidente de l'Aprifel, qui est l'association qui communique sur les bienfaits des fruits et légumes. Prêt? Oui, bonsoir. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, présidente de Saveur Commerce, qui est la fédération qui défend les intérêts des primeurs, et présidente d'Aprifel, qui est l'agence pour la recherche et l'information en fruits et légumes, donc la santé nutrition. Merci à toutes les deux. Vraiment, on a préparé ensemble ce débat. Je dis juste, avant que nous attaquons le sujet, on a largement le temps. Nous avons posé, on a presque 1h30 devant nous, donc nous pourrons échanger avec vous. J'ai prévu des pauses d'échange, mais si de temps en temps il y a quelqu'un qui veut réagir, vous faites coucou, je vous verrai et je vous donnerai la parole. Juste, je veux rappeler que à la fin de ce débat, il y aura la présentation officielle d'Interpel Occitanie, le comité régional Interpel, on dit, je crois, CRI, voilà, le cri du cœur d'Occitanie, et la soirée des 15 ans de Medfeld. Donc tout ça, mais c'est après. Là, maintenant, on bosse. Alors, les fruits et légumes sont-ils chers? Pourquoi avons-nous voulu travailler ce sujet? Le consommateur, Marie-Amandine d'un côté, Christelle de l'autre donneront leurs sentiments, mais le consommateur est perdu parce que le prix des fruits et légumes est difficile à évaluer, et donc finalement, comme le consommateur ne sait pas si c'est cher ou si c'est pas cher, mais il arbitre et il dit c'est cher. Et régulièrement, il y a des communications plus ou moins maladroite, plus ou moins réussie sur l'inflation. Alors, il a gelé au mois de janvier, donc le poireau flambe. Il a plu au mois d'août, donc le melon baisse, etc. Et donc, le consommateur est perdu. Il ne sait pas quel est le juste prix des fruits et légumes. Mais d'ailleurs, ce juste prix existe-t-il? C'est de tout cela qu'on va essayer de parler pendant le moment qui est devant nous. Alors, Christelle, vous êtes primeur. Vous êtes président d'une fédération de commerçants. Le prix des fruits et légumes, c'est quoi? Le prix vous en avez déjà dit beaucoup, Olivier. Le prix des fruits et légumes, c'est la rémunération, du producteur, la rémunération des intermédiaires, jusqu'à la rémunération du primeur, et évidemment de son entreprise et de ses salariés. Mais le prix des fruits et légumes, il varie en effet en fonction de la météo. On dit que c'est un produit météo sensible. Donc, vous y avez fait un petit peu allusion tout à l'heure. C'est un produit qui, en pleine saison, est plutôt accessible. Mais si, pendant cette saison, ou avant cette saison, il a gelé, grêlé, enfin, s'il y a eu un problème de météo qui a entaché sa production, forcément, il y aura moins de produits
Et quand on est en pleine saison, il y a une demande qui est forte. Dès l'instant où, c'est la règle de l'offre et de la demande, dès l'instant où la demande est forte et que l'offre est faible, eh bien, le prix augmente. Si la demande est faible et l'offre est forte, le prix, il baisse. Donc, c'est vrai que dans les fruits et légumes, on n'a pas un prix fixé comme peut l'être, par exemple, la viande, le Le lait. prix du lait, le prix de l'œuf, à Exact. quelques centimes près, c'est le même toute l'année. Exactement. Et nous, par contre, on a un produit qui est dehors, qui est donc soumis aux aléas météo et forcément qui en subit des conséquences. Et le prix est la résultante de tout ça. Marie-Amandine, donc UFC Que Choisir, vous êtes la première association de consommateurs en France. Vous me disiez même que vous êtes la plus ancienne, donc vous êtes la première à tous les niveaux. Donc votre métier, enfin votre activité, c'est pas votre métier. Votre activité, c'est de défendre les consommateurs. Vous êtes à leur écoute. Quel est leur sentiment quand ils partent des fruits et légumes? Bah, déjà, il y a une chose qu'il faut vraiment qu'on dise tout de suite et qui va permettre, je pense, d'avancer dans le débat, c'est que nous, à l'UFC Que Choisir, on n'a jamais défendu le prix le plus bas, que ce soit pour le prix des fruits et légumes, mais aussi pour d'autres produits. Notre objectif, ça n'est pas d'avoir le prix le plus bas pour le consommateur, mais c'est vraiment d'avoir le prix le plus juste. Et on en parlait là à l'instant, c'est très compliqué pour le consommateur de savoir ce qu'est un prix juste. Et il faut quand même rappeler, concernant le consommateur, que 72% des fruits et légumes sont achetés en grande et moyenne surface. Donc, tout le côté, le melon a poussé dehors, la tomate a poussé dehors, toutes ces choses-là, le consommateur, il le voit pas, dans la mesure où il y en a quand même 7 sur 10 qui vont aller acheter un fruit et légumes en supermarché. Donc, dans un lieu clos, il sait pas d'où ça vient, et ça, je pense qu'on pourra en reparler, c'est aussi un problème dans le prix et dans l'acceptabilité du prix. Et donc, l'aléa climatique qui évidemment existe et que nous, on ne va pas nier, il y est moins sensible, le consommateur, que pour les 3 sur 10 qui vont sur le marché, qui achètent directement et qui là, bah oui, savent bien qu'il a gelé, il a plu, il a grêlé et tout ça peut avoir un impact. Donc nous, ce qu'on défend, c'est d'abord l'acceptabilité d'un prix chez le consommateur. Et ça, il y a tout un travail de pédagogie à faire, un travail d'explication qui est pas toujours au rendez-vous, et notamment dans les grandes et moyennes surfaces. Alors qui doit faire ce travail de pédagogie? Avec qui doit le faire? Nous, on le fait, puisque on est effectivement face aux consommateurs. Alors, la plupart des primeurs ne servent pas. Hein. Il y en a qui sont en libre service, mais quoi qu'il en soit, ils sont dans leur magasin. Ils sont là, ils échangent avec le consommateur. Donc, nous, cette pédagogie, elle est faite. On en parle et sincèrement, franchement, c'est très compris et assimilé par nos clients. Nos clients, quand on leur dit, ben oui, mais il a grêlé sur tel, ah ben oui, c'est vrai, oui, oui, j'avais oublié, oui, 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 non mais je comprends. Bon, en fait, tout ça expliquer, c'est très facile à faire accepter. Enfin, une baisse, ils en parlent jamais. Ils en parlent jamais. Mais c'est vrai que quelquefois, quand ils ont l'impression que c'est plus cher. Bon, en ce moment, c'est pas le cas parce que on est comme l'année dernière, voire moins cher que l'année dernière. Parce que on touche du bois, hein, on n'a pas de bois là, mais on n'a pas eu pour l'instant, on espère qu'il n'y en aura pas, mais on n'a pas eu trop de problèmes climatiques. Mais c'est quelque chose qu'ils comprennent. Après, comment toucher les autres il faut peut-être en parler. Je sais pas, Olivier, dans les médias, je sais pas. Oui. Non, mais je vais prendre un exemple très concret. C'était le week-end de Pâques, donc fête de famille. Et donc, du coup, je vais faire les courses avec ma mère et mon neveu voulait des tomates cerises. Il a 5 ans, il adore les tomates cerises. J'ai pris les photos. J'avais le choix, là où ma mère m'a emmené, entre 3 types de tomates cerises. J'avais des tomates cerises françaises, grappes,
17,80 € le kilo. J'avais des tomates cerises Espagne, 2,99 € pièce. Et là, on peut en reparler. Et des tomates cerises Maroc, 4,99 €, étant précisé qu'elles viennent pas exactement du Maroc, mais plutôt du Sahara occidental, et ça n'est pas mentionné. Donc là, le consommateur, quand il a ça, moi concrètement, en tant que consommatrice, c'était ça le choix que j'avais. J'avais un truc affiché pièce, donc bon, ça va, c'est du 500 grammes, je multiplie par 2, j'ai le prix au kilo, mais déjà qu'il n'y ait pas un seul affichage au kilo. Pièce, c'est la barquette. Bah, C'est pas la pièce, c'est pas la tomate. Ah ben j'imagine, mais c'est marqué pièce. Hein. D'accord. Si vous regardez l'étiquette, c'est vraiment marqué origine Espagne, 2,99 € la pièce. Oui, c'est pas la tomate, hein, évidemment. Mais et là, le consommateur, il est perdu parce que même s'il veut faire le choix d'une tomate cerise française, il se dit qu'est-ce qui va justifier d'avoir autant d'écart de prix, si tant est qu'il ait compris que 2,99 € c'était la barquette de 500 grammes et que du coup c'était pas 2,99 € le kilo. Sinon, si le consommateur est pas très attentif, il croit vraiment que les prix peuvent aller de 2,99 € à 17,80 €. Et là, il est perdu parce que il peut pas avoir une idée précise de ce que c'est derrière la différence entre du 5 et quelques et du 17 et quelques. Et là, il y a un travail. Nous, on essaye de le faire à l'UFC Que Choisir, d'expliquer comment le marché se construit, mais il y a aussi un travail notamment de marge derrière que nous, on n'est pas capable d'expliquer et sur lequel il faut aussi qu'on agisse ensemble pour avoir un discours. Alors, avant d'aller sur les marges, mais on y reviendra, mais Marie-Amandine vient de mettre le doigt sur la question de l'affichage en magasin, que ce soit chez le détaillant, chez le primeur sur marché ou dans la grande distribution. L'affichage, il n'est pas toujours clair. Et je parle du prix, je ne parle même pas de l'origine, qui est un autre sujet qu'on ne va pas traiter ou pas trop aujourd'hui. L'affichage entre ce qui est à la pièce, ce qui est au kilo, ce qui est à la barquette, c'est pas toujours facile de s'y retrouver si personne n'est un consommateur. 90% du consommateur n'est pas un professionnel de la filière fruits et légumes. Ouais, mais quand la barquette, l'histoire de la barquette, elle a un poids, logiquement, il aurait dû y avoir marqué sur la petite pancarte 2,99 €, je crois que c'est ça, la barquette de 500 grammes. Voilà, pièce, oui, mais la barquette de 500 grammes, il fallait que ça apparaisse en quelque part sur l'étiquette. Alors, je n'ai pas vu ces étiquettes, je peux pas parler, je sais pas, c'est compliqué. Mais bon, l'affichage est réglementé en France, il est contrôlé. Donc aujourd'hui, je vois pas ce qu'on peut faire de plus. C'est vrai que logiquement, quand c'est vendu en vrac, en général, les prix sont au kilo. Heureusement qu'ils sont pas au 100 grammes ou voilà. Les prix sont au kilo quand c'est vendu en vrac. Quand c'est vendu emballé, pré-emballé, c'est le prix, il est à l'unité de vente. Donc cette unité de vente, elle doit être décrite sur l'étiquette. Après, il y a aussi des produits qui sont... Oui. À la pièce, c'est pareil. La pièce, c'est valable pour... alors, quelques produits, il y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns. Je pense au pamplemousse, par exemple. Il y a le kiwi, quelquefois. Le melon, qui sont vendus à la pièce. La botte de radis. Oui, la botte de radis. Mais là aussi, c'est réglementé. Il y a un poids c'est comme la salade. La salade, elle est vendue, elle aussi, à la pièce. Il y a quand même un poids de coupe de la salade. On peut pas la couper si elle fait pas 400 grammes. Enfin, je sais plus le poids. Mais quoi qu'il en soit, il y a une réglementation qui existe. Et logiquement, sur l'étiquette, ça devrait être clair. Mais ça l'est pas toujours. Je sais pas, moi. Estelle, entre nous, chez vous, c'est clair. Mais je ne fais pas, je sais pas, je veux pas parler pour les autres, je ne fais pas les contrôles, je sais pas. Elle est polie. Non, mais je rappelais juste cette histoire d'étiquette parce qu'il y a quand même 72% des consommateurs qui achètent les fruits et légumes dans les grandes et moyennes surfaces. Et donc, c'est ce genre de pratique qu'ils ont en face d'eux. Et je comprends que ce soit très difficile de pouvoir avoir un discours sur le prix
quand en fait il est tout seul au milieu d'un rayon et que les infos sont jetées en vrac, parce que là pour moi c'est de l'information à minima. Et du coup, tout le travail d'acceptabilité, mais même pour nous en tant qu'association de défense des consommateurs, c'est hyper dur de leur rappeler que il y a la pièce, il y a au kilo, il faut comparer, il faut regarder sur l'étiquette et pas que ce qui est sur l'écriteau, ce genre de choses, quoi. Je vais dire une bêtise qui me vient à l'esprit, mais est-ce qu'il ne faudrait pas indiquer une sorte d'évolution de cours des fruits et légumes en fonction de la saison, en disant, ben voilà, on est au mois de janvier, donc c'est normal que le poireau il soit à ce prix-là. C'est dans la moyenne des 3 dernières années, je dis n'importe quoi. Enfin, qu'il ait des repères, parce que je pense qu'il n'y en a aucun. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années de ça, on nous a parlé d'un calendrier. Ce calendrier, il existe aujourd'hui. Plusieurs structures en ont fait. Nous, à Interfel, il y en a un qui a été fait et qui a été bien fait. Et je vous invite justement à le consulter, ce calendrier, parce que sur ce calendrier, vous avez la saisonnalité des produits. Et il est bien clair, et tout le monde le sait, que quand on consomme un produit pendant sa saison de production, le prix est plus abordable. C'est comme les tomates. Alors, moi, voilà, j'ai vu tout à l'heure passer Bruno, je ne sais pas où il est, les producteurs de tomates, il est là. La tomate cerise, on commence en France. On commence en France. Donc, c'est, voilà, après, c'est une tomate qui est en grappe. Il y a tout un travail de culture qui est différent de la tomate qui est dégrappée en barquette. Donc, je veux dire, derrière, il y a un travail. Donc, il y a un prix. Il y a de la main-d'œuvre. Il y a un prix. Ça s'explique. Mais ce calendrier, pour en revenir au calendrier des saisons, il est vrai que quand on consomme des fraises à la saison des fraises, des tomates à la saison des tomates, que sais-je, des carottes à la saison des carottes, ces produits sont accessibles. Aujourd'hui, alors parce que j'ai fait un petit travail quand même, Merci. que je le retrouve, c'est là, à Interfel, donc on a fait tout un travail, manger 5 portions, j'allais dire une bêtise, 5 portions de fruits et légumes par jour, donc 5 fois 80 grammes. Si on mange 3 portions de légumes, 2 portions de fruits, en moyenne, ça coûte par personne et par jour 1,13 €. Quand on achète des produits de saison, bien évidemment. Parce que bon, mais derrière, il y a tout un travail de cuisine aussi, parce que c'est toujours pareil, quand on achète les fruits et légumes, ils sont bruts. Alors les tomates cerises, les fruits, on peut les manger comme ça, mais il y a beaucoup d'autres produits, on a 80 produits, enfin espèces de produits différentes. La plupart se cuisinent. Donc derrière, il y a tout un travail de cuisine. Pour une famille de 4, j'en reviens à mon exemple, ça fait 4,50 € par jour. C'est jouable. Il me semble. C'est jouable. Mais à partir de là, il va falloir que les gens se remettent au fourneau. Il va falloir, voilà, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte. Mais quoi qu'il en soit, on respecte les 5 fruits et légumes par jour. On respecte tout ça. Je veux dire, alors. C'est évidemment, on n'achète pas de la mangue, voilà, on achète des produits de saison, on achète des produits qui sont souvent produits autour de chez nous. Ça évite aussi beaucoup de frais supplémentaires. Mais quoi qu'il en soit, on peut s'en sortir. Après, on a le droit de se faire plaisir. Oui. Et de temps en temps, acheter un melon des Antilles ou un ananas Victoria de la Réunion au mois de janvier. Oui. Vous comprenez ça, ou le consommateur finalement il fait pas les efforts nécessaires, il travaille pas assez à la maison finalement, parce que le fruits et légumes brut il est abordable et pas cher, mais il y a du boulot derrière. Alors, il y a 2 choses. La première, je reviens au thème de l'émission, pardon, d'intervention. Les fruits et légumes sont-ils chers? Et là, j'ai envie de compléter en disant, mais chers par rapport à quoi? Parce que nous,
En 2020, on l'avait fait cette étude de calculer combien ça coûtait pour un foyer, effectivement, de se nourrir en fonction de ses préconisations de 5 fruits et légumes par jour. Et en 2020, c'était 91 centimes par personne par jour. Là, aujourd'hui, c'est 1,13. Ce qu'on voit aussi, et c'est aussi pour la raison pour laquelle je pense qu'actuellement, la question du prix et de la cherté est une question qui peut être crispante, c'est qu'il y a eu une inflation alimentaire ces dernières années, dans tous les domaines. Il y a eu une inflation aussi sur d'autres postes, je pense à l'énergie. Et donc, cette inflation du prix alimentaire, elle vient un peu se surajouter. Et si on regarde précisément les fruits et légumes, c'est une étude qui a été faite par une autre association, c'est pas nous, c'est Famille Rurale. Mais Famille Rurale, ils ont un observatoire des prix des fruits et légumes. Et ils ont regardé et ils ont vu qu'en 2023, les fruits et légumes, ils avaient pris 16%. C'était 3,5 fois plus que les autres rayons alimentaires. Et ça, c'est des choses, quand on dit les fruits et légumes, c'est cher, c'est cher par rapport à quoi? Déjà, c'est cher par rapport à avant, pour le consommateur, tout simplement. Et ça, c'est ce que je disais, il n'a pas forcément les clés de lecture. Nous, on peut pas tout faire. On fait un énorme travail de pédagogie, mais on peut pas tout faire. Et on est convaincu qu'il y a beaucoup de choses qui seraient acceptables, mais il faut faire ce travail de discussion avec le consommateur. Sur le calendrier, on a aussi fait notre calendrier qu'on a envoyé à une époque pour rappeler la saisonnalité, parce que malheureusement, il faut le voir aussi, c'est toute la société qui est comme ça. À titre personnel, mes enfants ne le sauront pas, mais je ne suis pas sûre que ma fille de 15 ans fasse la différence à l'aveugle entre un concombre et une courgette. Elle en mange régulièrement, mais je suis pas sûre qu'elle soit capable sur un étal, si elle n'a pas l'étiquette, de le voir. Et ça, c'est aussi un problème. Et donc derrière, après, il y a la deuxième partie de la question qui était soulevée, qui est le consommateur, est-ce qu'il a le temps et est-ce qu'il a le savoir? Et ça, c'est deux éléments. On sait qu'on est dans une société où le consommateur n'est pas que consommateur, il est aussi travailleur, il est aussi chargé de famille, parfois chargé de famille pour des plus petits, mais parfois chargé de famille pour des plus vieux. Et donc, on est dans une société qui fait que on n'a peut-être pas forcément le temps et on n'a pas forcément le savoir. Et ça, là-dessus, nous, par exemple, à UFC Que Choisir, on avait fait un numéro qui était un Que Choisir pratique, dans lequel on avait pris des plats tout cuisinés et on avait refait toute la recette en démontrant que quand c'est de saison et quand c'est des fruits et légumes frais ou de la viande, c'est moins cher et c'est de meilleure qualité. Et en plus, les proportions, elles calent plus parce que un vrai morceau de pain avec un vrai fruit, un vrai légume, sans truc rajouté dedans, c'est toujours meilleur et pour la santé et pour l'estomac. Mais ça, c'est un travail, il faut qu'on fasse tous ensemble, j'en suis convaincue. C'est intéressant, la recomposition du plat cuisiné. Je veux revenir sur ce que vient de dire Marie-Amandine sur l'inflation, le plus 16%. C'est vrai que ça a marqué, sauf que c'était plus 16%, ça se traduisait par quelques centimes à la sortie. Mais c'est le plus 16% qui reste, et donc ça aide pas à pacifier l'impression sur le prix des fruits et légumes. Non, mais je suis d'accord. Et c'est vrai que le 16 ou le 20%, ce sont des centimes. Mais c'est vrai que le chiffre 16, de suite, ça fait peur. Mais l'inflation, ok. Les producteurs, les grossistes, tous les intermédiaires, les primeurs, la grande distribution, on l'a tous aussi eu, l'inflation. Donc, à un moment donné, l'énergie, on l'a tous payé plus cher. Le carburant, on l'a tous payé plus cher. Donc, pour produire les fruits et légumes, le carburant a augmenté, le gaz a augmenté, les matériaux aussi ont augmenté. J'entends par matériaux les emballages, j'entends par matériaux aussi les engrais. La main-d'œuvre a augmenté. Donc, il faut bien, à un moment donné, répercuter, si on veut que nos entreprises perdurent et puissent l'année prochaine toujours être là et avoir leurs salariés et faire travailler des gens, il faut bien aussi qu'on puisse être rentable. Et pour être rentable, c'est le produit que l'on produit qui se trouve impacté lui aussi par cette inflation. Et ce qu'il faut se dire, c'est que
avant cette crise de 2020, enfin, avant cette crise surtout de 2022, souvent on ne répercutait pas l'entièreté des augmentations sur notre produit final. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça commençait à coincer, on commençait tous à avoir des difficultés. Je parle autant pour tous les métiers de la filière. Donc, quand ça a vraiment augmenté tout autour de nous, ben, on a été obligé de le répercuter. Et c'est vrai que vous l'avez dit, les consommateurs sont des travailleurs, sont aussi des travailleurs dans nos entreprises. Et ça, il faut qu'on puisse aussi payer toutes nos charges, parce que j'entends bien, hein, marge, mais nous, moi je dis charge. Alors, on va arriver sur les marges qu'on a évoquées tout à l'heure, et puis sur d'autres sujets que je ne veux pas oublier. Mais peut-être à ce moment-là, on a déjà parlé de l'offre, on a parlé de la saisonnalité, on a parlé de l'inflation. Est-ce qu'il y a déjà des besoins de précision, des questions, des remarques, des envies de dire j'ai quelqu'un au fond, monsieur? Si vous vous présentez, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Thierry Mounirac. J'étais grossiste spécialisé en pommes et en poires à Rungis. Et aujourd'hui, je suis à la retraite et j'ai monté une boîte de conseil. Alors, j'ai plusieurs remarques. Première remarque, Christelle, il y a quand même des produits qui sont pas forcément soumis aux intempéries, notamment les pommes et les poires. Une fois qu'on les a récoltés et qu'ils sont dans les frigos, on peut gérer une année complète. Donc, je pense qu'à chaque fois qu'on parle des fruits et légumes, on dit ah la météo aussi. Je pense qu'il y a autre chose. Autre chose, madame, que vous dites que vous avez été sur le marché. En fait, le marché ou la grande distribution, le problème, c'est que vous aviez le choix entre 3 tomates, mais vous avez 10 tomates. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas parlé de variété. Tant qu'on n'obligera pas sur certains produits à mettre en plus les variétés, parce que dans les tomates, au prix où vous avez cité, ben, il y avait peut-être 3 variétés. Et des variétés qui n'ont pas les mêmes, les mêmes goûts. Ce que je voulais parler aussi, il faut voir que le prix, il est peut-être, il est soumis surtout à des exigences et puis à des normes qu'on a mis en place au fur et à mesure. Quand on remonte toute l'histoire, il y a 40 ans, on faisait des grands emballages, il y avait moins de normes, il y avait moins de pression prix, il y avait là je vais peut-être envoyer un pavé dans ma mare. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des emballages de plus en plus petits. On a mis des stickers, on a mis des mouchoirs. On veut absolument que les pommes et les poires, ça soit beau. En plus de ça, le beau, on va prendre l'exemple d'une golden rosée. On va la payer très cher. La première chose, la plupart des gens vont jeter ce qu'ils ont payé le plus cher, c'est-à-dire la peau. Donc il y a des hérésies totales. Et pour finir, je voudrais quand même que le prix, c'est la perception, que ça soit cher ou pas cher, c'est la perception que se donnent les gens. Est-ce que les fruits et légumes sont plus chers que le poisson ou la viande? Le problème qu'on a souvent, c'est que, prenez le cas, cette semaine, il y a une grande chaîne de distribution qui vend des barquettes de fraises Garriguette France. Alors ça vient de la France, on ne sait pas trop d'où. Qui vend 250 grammes pour 2,49 €. Ça veut dire en gros moins de 10 € le kilo. Je ne sais pas s'il y a des producteurs de fraises ici, si on peut continuer à vendre ce prix-là. Le problème, c'est qu'après, vous allez avoir des fraises qui vont être vendues à peu près à 24,90 € le kilo. Je ne sais pas à peu près le prix que va donner la fraise. Les gens, ils s'y retrouvent plus. Ils savent plus où est le vrai prix. Oui, si on attaque trop bas, après, on peut difficilement remonter. Merci Thierry. Christelle? Alors moi, je vais répondre sur les pommes et les poires. Oui, effectivement, quand le fruit, il est mûr et cueilli, il est abrité. Mais avant d'arriver fruit, il y a quand même une fleur.
Et on se souvient tous de 2018 où il avait gelé un 18, non, de 2000, je sais plus, il avait gelé un 18 avril il y a quelques années de ça, et sur les fleurs de pommier et de poirier. Donc, les fleurs avaient subi du gel, ce qui a fait qu'il y a eu moins de fruits pour la saison à venir. Mais si, moi je m'en souviens bien. Si. Donc, si. Alors, oui, j'entends, hein, les fruits, ils sont peut-être pas impactés directement, mais il peut avoir un orage de grêle alors que les fruits sont pas encore ramassés. Enfin, voilà. Oui, mais ce que C'était veut dire Thierry, peut-être, c'est que une fois que la pomme ou la poire sont dans le frigo, le prix n'a plus à bouger dans la saison. le prix, il bouge plus dans la saison, Voilà. plus très faiblement. Ouais. Après, sur les tomates, je suis pas sûr. Les tomates, c'était des tomates cerises, Ouais, donc c'était la ouais. variété. Ouais. Voilà. Enfin, moi, j'ai entendu tomates cerises après. Non, mais et tout est dit. Moi, j'ai dit tomates cerises. Pourquoi? Parce que c'est des trucs en tout petit qu'on prend pour les gamins quand ils ont 5 ans et qu'ils adorent ça. Et je suis sûre, j'irai vous montrer les photos et vous m'expliquerez, mais je suis sûre que ce ne sont pas les mêmes variétés et je suis sûre que derrière, c'est pas le même goût. Et quelque part, en tant que consommatrice, j'espère bien d'ailleurs que sur les tomates qui sont à 17 balles le kilo, il y a quand même un goût qui est meilleur que celles qui sont à 2,99 la barquette. Parce que sinon, il y a une petite justification que je ne comprends pas. Mais et je rebondis sur votre question parce qu'elle est très intéressante. Parce qu'effectivement, c'est le problème et ça soulève un autre problème. Le problème, c'est que déjà, moi, j'ai pris vraiment cet exemple parce que ça montre la difficulté à laquelle le consommateur il est confronté. Il choisit de consommer français ou pas, mais on voit bien qu'il y a un écart de prix que tout le monde ne peut pas se permettre. Et puis après, il y a un autre problème, c'est que je suis quand même assez épatée les rares fois où je mets le pied dans des grandes surfaces, car je dois vous l'avouer, ça ne m'arrive pas très souvent, de l'offre qu'il peut y avoir. Et je sais même pas comment peut faire le consommateur pour s'y retrouver et justement pour avoir des repères. Et le repère sur le produit, c'est aussi un repère derrière sur le prix. Parce qu'une fois que vous avez fixé un produit dans la tête du consommateur, il sait si c'est du bas de gamme, du haut de gamme, du très haut de gamme. Et vous avez cité l'exemple du poisson. Mais sur le poisson, le consommateur a bien compris que c'est un produit fragile, c'est un produit rare, c'est donc un produit cher. Et donc, on n'achète pas de la truite sauvage tous les 4 matins. Et sur les fruits et légumes, ça n'existe pas. Et du coup, il n'y a pas d'histoire qui est racontée au consommateur. Et quand je dis il n'y a pas d'histoire, c'est pas au sens des mensonges, c'est au sens vraiment, on ne lui explique pas. Il ne sait plus comment ça s'inscrit. Et donc, il achète des tomates ou des pommes, comme vous avez cité l'exemple des pommes. Il peut acheter des pommes très chères, qui vont être très bonnes, mais finalement, il ne sait même pas, lui, comment profiter. Et ça aussi, c'est un autre problème. C'est qu'il y a le problème de l'offre, avec une offre où on veut que dans les rayons des supermarchés, il y ait beaucoup de choses. Et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir le choix entre 18 sortes de pommes quand c'est pas la saison des pommes? Je suis pas certaine que ce soit dans l'intérêt du consommateur et donc dans l'intérêt d'un prix qui soit juste pour le producteur. Et puis, il y a peut-être aussi, je trouve un produit qui me plaît et qui me convient, mais la semaine suivante, je l'ai pas. Ben, ça dépend, c'est toujours pareil, ça dépend de la saisonnalité, ça aussi. Par exemple, on se positionne là, bon, c'est pas encore la saison, mais ça va arriver les abricots, par exemple. Il y a beaucoup de variétés qui évoluent en fonction de la saison. En début de saison, vous avez des variétés, mais tous les 15 jours, vous avez une nouvelle variété. Donc, je peux comprendre que il peut aimer une variété d'abricot au mois de juillet ou au mois de juin, et puis 15 jours plus tard, eh ben, elle est plus là. Ben, elle est plus là parce que c'est fini. Ça passe à une autre variété. C'est comme ça. Et Alors, Thierry Mounirac disait justement, il faut indiquer les variétés, mais le consommateur, alors, je ne vais pas taper sur le consommateur. Alors, oui, elle se dit, mais on connaît 3-4 noms de pommes, 3-4 noms de salades, 3-4 noms de pommes de terre, mais les variétés d'abricots, les variétés de pêche, les variétés de tomates, je pense que personne n'en connaît. On connaît la grosseur, on sait si elle est grosse, petite, moyenne. Alors tout le monde connaît la cœur de bœuf.
d'accord, mais à part ça, ce que je veux dire, c'est que ou alors c'est une encyclopédie qu'il faut mettre à l'entrée de chaque magasin de fruits et légumes. Mais sur nos pancartes, les variétés sont affichées. Oui, mais le consommateur les connaît pas. Mais pourquoi il les connaît pas? Enfin, c'est quand même pas nous à l'éduquer. Enfin, on en fait pas mal. Mais je pense que on va peut-être en venir là. Peut-être que il manque, je sais pas, un module dans l'éducation nationale dans l'éducation de nos enfants à l'école. Peut-être qu'il faudrait, avant de leur donner les cours de cuisine, leur expliquer les produits. Mais pourquoi pas? Il y a quand même un cours de SVT. Moi, je sais plus. Voilà, mes filles, elles sont trop grandes. Mais pourquoi dans ces cours-là, il n'y a pas. Mais bon, il y a personne pour nous répondre ici. Mais il manque peut-être effectivement un module dans le cursus scolaire. Élémentaire ou collège, plutôt collège, pour nos enfants, et qui expliquerait, alors évidemment pas tout en profondeur, mais qui expliquerait, la saison, 2, comment ça pousse, parce que quand on vous dit que le melon il pousse dans des arbres, enfin bon, voilà quoi, comment ça pousse, et puis on finit sur des cours de cuisine. Un petit mot, et puis j'ai une question quelque part, mais un petit mot de Marie-Amandine. Oui, Ouais, non, mais un petit mot, parce que je pense que le sujet, il est là aussi sur, alors moi je parle pas d'éducation du consommateur, je parle plutôt d'information du consommateur. Et effectivement, il y a là un vrai travail. Alors, qui doit le faire? Ça, j'ai pas non plus la réponse. Ce que je constate, c'est qu'il y a des industriels qui ont très bien su bourrer le crâne de nos enfants pour leur faire acheter des choses qu'on n'aurait jamais cru acheter un jour. Du coup, sur des choses qui sont aussi bonnes et aussi riches que des fruits et légumes, qui vont être de saison, qui vont avoir poussé à côté, je me dis que l'histoire à raconter, elle n'est pas si compliquée que ça. Et je suis sûre, là pour le coup, je parle vraiment pour les consommateurs et les consommatrices, ils attendent que ça, qu'on leur explique et qu'on les embarque avec vous, avec nous, en fait, sur cette nouvelle consommation. Alors, j'ai 3 demandes de parole ici, à ma droite là, et Jean Sal ici. Oui, oui. Oui, bonjour, Paul Faburel, donc je suis pour l'interprofession des fruits transformés. Bon, je réagis, vous avez un petit peu coupé ma prise de parole là sur ce que vous venez juste de dire. Au début, je trouvais l'échange un peu, enfin vos remarques en tout cas, un peu surprenantes. On se défend sur les fruits et légumes, on doit justifier nos prix, qui on est, nos produits en permanence. Vous parliez votre visite au supermarché à Pâques. Bah, je vais vous raconter la mienne. Moi, j'ai pour une fois acheté des chocolats Kinder au supermarché. 5 euros l'œuf Kinder comme ça pour 80 grammes de produits. J'ai pas voulu regarder le prix au kilo. Ça m'aurait fait pleurer, je pense. Oui, mais il y a le cadeau dedans. Non, même pas. Non, mais enfin, on est en train de se demander, les fruits et légumes sont-ils chers? Mais enfin, c'est pas le débat en fait. Ce qui est cher, c'est tout le reste à côté, des produits trop sucrés, trop gras, trop salés. Enfin, on doit se justifier alors que c'est les autres qui devraient être encore plus chers en fait. Et c'est là où on aimerait aussi avoir les associations de consommateurs un peu plus virulentes, plutôt que de nous dire ah ben, vous avez fait 14% d'inflation en 2 ans. Bah oui, comme l'a dit Madame Tessèdre, bah, on n'a pas eu le choix en fait. La filière n'a pas forcément eu le choix. Alors, c'est pas l'UFC qui l'a dit, c'est Famille Rurale. Pardon, Famille Rurale, oui, toutes mes excuses. Mais voilà, donc c'est vrai que sur le débat sont-ils chers, enfin, c'est plutôt pourquoi les autres produits ne le sont pas en fait à un moment. Enfin, pourquoi c'est plus facile d'aller acheter un pot de Nutella qui au kilo est bien plus cher que 1 kilo de pommes. Un peu de micro? Je sais pas, non, c'est bon. Mais parce que justement, ça rejoint ce que je vous disais, c'est que pourquoi est-ce qu'on va acheter un pot de pâte à tartiner? Mais parce qu'il y a des pubs, parce que les gamins ils sont matraqués et parce que cette pâte à tartiner, elle a su s'imposer dans tous les foyers. Et sur le chocolat, là par contre, c'était une information UFC que choisir, c'était plus 14% et on s'est pas privé de le dire. Et on dénonce assez régulièrement, mais là, je voulais pas empiéter sur la suite du débat parce que sur le transformé, il y a un problème énorme de marge entre l'agro-industrie
les industries alimentaires, les distributeurs, où là, on est sûr que tout le monde s'en met plein les poches. J'assumerai complètement ce propos. Et au final, avoir un prix qui ne correspond vraiment à rien sur des boîtes de conserve qui contiennent tout sauf du légume. Alors j'ai une demande de parole ici, là, Jean-Pierre. Et puis après, je vois que le débat est parti, c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. Bonjour à vous tous. Pardon. Bonjour. Bonjour à vous tous. Gérard Marquez, consultant fruits et légumes de PB Conseil et micro-entrepreneur. Ce débat est très, très intéressant, mais il faut partir de la base, c'est-à-dire la culture, l'éducation. Et ça, à l'école, on doit l'apprendre. Et il y a une personne que vous savez très bien, que vous avez invitée il y a 2 ans, 3 ans, qui s'appelle Monsieur Olivier Dauvers, qui a monté un collectif pour ça. Où ça en est? Alors justement, vous, UFC consommateurs, vous devriez insister auprès de la classe politique pour que ça rentre dans l'enseignement. Christelle a raison. Courgettes, concombres, ils ne savent plus, les jeunes. Ils ne savent pas. Pourquoi? Parce que les familles sont disloquées, recomposées. Enfin bref, l'éducation au foyer, elle n'est pas faite dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on mange? Autant on doit apprendre à compter, lire, écrire, mais manger, s'alimenter, c'est quoi? Il faut le faire. Donc c'est à vous. Je pense que vous avez bien fait de venir, Maria Brandine. Ils ont tous des messages à vous faire passer. Ouais, mais je suis pas certaine qu'il rentre dans l'objet social de l'UFC Que Choisir d'aller parler au ministère de la Culture pour déterminer le programme scolaire. Bah, l'enseignement, c'est la même chose, ça rentre dans le programme scolaire. Donc nous, pour le coup, on parle avec pas mal de ministres, mais s'il y en a un avec lequel on échange finalement assez peu, ça va être celui-ci. Et je pense pas qu'on ait intérêt à dire c'est à l'UFC Que Choisir de faire ce boulot. Pour moi, c'est un boulot qu'on doit faire tous ensemble en vrai. Mais ça, nous, on n'a jamais de problème à aller ensemble sur des terrains quand on sait que c'est dans l'intérêt du consommateur. Jean Salle. Oui, bonjour. On est sur un débat qui part d'une question hyper simple, qui n'a pas beaucoup de sens d'ailleurs, mais qui s'ouvre vers tout. Merci, c'est moi qui les fruits. l'écoute. Non, mais je vais m'expliquer là-dessus. Je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas une réponse à ça. Et ça veut dire, et ça s'explique. Donc ça n'a pas beaucoup de sens en tant que tel, mais ça s'explique ensuite quand on en parle, peut-être. Peut-être. Mais on est sur une question qui est extrêmement complexe au-delà de ça. Et on ne peut pas expliquer ni dans un débat, ni dans une communication sur un produit à une population qui ne sait pas et qui n'a pas le temps d'apprendre et qui ne veut pas, et qui est uniquement braquée sur les questions de prix, que l'on a éduqué à réagir seulement sur le prix. On ne peut pas revenir comme on tournerait un bouton d'une machine pour faire que les choses changent. Et je ne crois pas que ce soit... Bien entendu, chacun a sa responsabilité. Chacun a la responsabilité de son métier. Moi, la mienne d'agriculteur, celle de Christelle, celle de distributeur, au détail, c'est pas à ne pas confondre tous les modes de distribution d'ailleurs. Je le dis au passage parce que les métiers sont très différents. J'ouvre une parenthèse juste sur la phrase. Une personne qui vend 70 références dans son magasin et qui met en concurrence sur ses étals des fruits et légumes avec des fruits et légumes, il peut y avoir certes une concurrence entre un melon qui vient d'ici et un autre qui vient de là-bas, ou une variété ou telle autre, ou une tomate du Maroc et une tomate effectivement produite en France, et c'est un vrai sujet. Mais on n'a pas en concurrence 50 ou 70 fruits et légumes et 170 000 autres références. Moi, si je suis grand distributeur, j'aurai une stratégie commerciale qui n'aura rien à voir avec celle du détaillant primeur. En même temps, je vais être dans la même interprofession et je vais avoir à proposer des indicateurs, des règles qui effectivement peuvent quelquefois favoriser les 160 900 autres produits et pas les fruits et légumes. Les fruits et légumes sont utilisés là comme par leur pouvoir attractif. Leur prix importe finalement peu, même si on sert au maximum. Mais il s'agit surtout de vendre du Nutella, comme on le disait tout à l'heure, où j'ai des marges plus importantes, des barres Mars et des biscuits. Voilà.
Donc, là, le sujet, c'est effectivement les fruits et légumes sont-ils chers? Par rapport à quoi? Et je termine, parce que je ne suis pas là pour faire un grand discours, mais je le redis, le sujet est très très complexe. Et la question ultra simple n'a pas de réponse en soi. Donc il faut aborder plusieurs points et cadrer peut-être la discussion autrement. Moi je dis que les fruits et légumes c'est de l'alimentaire, c'est de l'alimentation. C'est pas une marchandise comme les autres. Derrière c'est effectivement du bien-être de la santé. Ça sert à ça sert à se nourrir, ça sert à vivre, et ça sert, selon ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas, ça sert à ne pas être malade, pour commencer. Les fruits et légumes, on a dit qu'on les situe en haut de la pyramide alimentaire, donc il faudrait comparer une barre Mars et un abricot, il faudrait le comparer, et on verrait qu'effectivement, on a 10 fois moins de calories et un prix 10 fois plus élevé. D'accord? Voilà, par exemple, le débat qu'il faut rentrer. Maintenant, si les populations ne savent pas, chacun n'a qu'à faire son boulot au mieux et faire qu'il y ait autre chose qui soit attractive, notamment l'envie. Comment crée-t-on l'envie? C'est ça le métier des distributeurs. Et puis, on paye le producteur au prix qu'il faut. On se débrouille pour que le producteur, c'est pas que la faute du distributeur, hein, mais on se débrouille pour que le producteur continue à gagner sa vie, de telle façon qu'on ne perde pas 10% des agriculteurs tous les ans, parce que là, la sécurité alimentaire, elle a des soucis à se faire, je vous dis. Merci. Quelqu'un veut réagir à tout ce qui vient d'être dit? Marie-Amandine, oui. Alors, sur la comparaison barre chocolatée abricot, malheureusement, je reprends ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a aussi toute une question de marketing. Et là, en fait, ce qu'on est en train de se prendre actuellement, c'est qu'on est en train de se prendre 50 ans de publicité et de marketing mitraillés sur une catégorie de produits et pas sur une autre, ce qui fait que il y a des choses à réapprendre. Sur la grande distribution qui n'a pas intérêt, si je reprends plus ou moins au propos, la grande distribution qui n'aurait pas intérêt à pousser les fruits et légumes, c'est peut-être pas tout à fait vrai, parce que quand on regarde là encore les chiffres, alors on a un mal fou à avoir les chiffres, on parlera des marges juste après, ça permet d'avoir une petite transition. Dans la grande distribution, la marge sur le rayon fruits et légumes, c'est le 4e rayon le plus bénéficiaire, et en marge nette, c'est un rayon qui est extrêmement intéressant, et ça a été démontré qu'il y a eu des années où le rayon fruits et légumes du supermarché servait à combler le déficit du rayon boulangerie. Et quand on se pose la question, c'était la question qui a été posée, les fruits et légumes sont-ils chers? Là, vous avez aussi une partie de la réponse. Je sais que ça fait partie d'une petite partie de la solution, mais il y a quand même 7 Français sur 10 qui achètent leurs fruits et légumes en supermarché et qui donc sont dans ce système économique-là, où en fait, le rayon fruits et légumes, il est bénéficiaire, et il est tellement bénéficiaire qu'il vient venir couvrir derrière le déficit d'un autre rayon. Sur la question, et là, après, j'arrête de monopoliser la parole, mais sur la question du producteur qui n'arrive pas à en vivre, pour nous, c'est un drame, et ça, je pense que les prises de parole de l'UFC Que Choisir le montrent bien. Nous, ce qu'on dénonce surtout, c'est qu'on a d'un côté des gens qui produisent, qui n'arrivent pas à vivre de ce qu'ils produisent. De l'autre côté, des consommateurs qui n'arrivent pas à consommer. En 2023, il y a 1 Français sur 4 qui a dit avoir sauté un repas pour des raisons financières. Il y a 30% des gens qui avaient renoncé à certains achats alimentaires pour des questions de budget. Donc nous, on pose juste là sur la table. Je pense que ceux qui pourront apporter les réponses ne sont pas autour de cette table, mais c'est intolérable dans une société que celui qui produise et celui qui consomme ne s'en sortent pas, mais que dans les intermédiaires, on ait des bénéfices qui soient en millions, voire en milliards. Merci. Je redonne un peu la parole à Christelle et à Marie-Amandine, et puis je reviens vers vous. Il y a 2 ou 3 choses qui viennent d'être dites, notamment le fruits et légumes. Souvent, c'est aussi un produit d'appel qui a une promotion à un prix le plus bas possible pour faire venir, alors pas chez le détaillant spécialisé, mais pour faire venir le consommateur dans son magasin et pour lui vendre finalement autre chose que du fruits et légumes. C'est un peu ce que voulait dire Jean Sala.
Oui, enfin moi je vais pas me prononcer sur la manière de travailler de la grande distribution, hein. Nous on travaille pas comme ça. De toute façon on vend que des fruits et des légumes. Enfin quelquefois on a un petit rayon fromage, on a un petit rayon à côté comme ça, mais c'est voilà prix d'appel. Enfin je sais pas. Moi je voulais revenir sur il y a une étude CSA qui est faite chaque année pour Interfel et sur un point qui est les critères d'achat des fruits et légumes. En 1, à 66%, c'est la provenance. En 2, à 64%, c'est la saisonnalité. En 3, à 41%, c'est le prix. Le prix arrive en 3e position. Donc ça explique bien. Alors, ce qu'il faut se voir, c'est qu'en 2021, le prix était à 31%. Il est monté en 2022 et en 2023, 44 en 2022. Il a redescendu 39 en 2022, 44 en 2023 et en 2024, il est redescendu à 41%. Donc voilà, ça veut dire que quoi qu'il en soit, il arrive en 3e position. Vous savez bien que quand il répond à un sondage, le Français il triche un peu. Il dit c'est les bisounours. Il dit ah oui bien sûr moi je fais comme ça. C'est Miss France qui veut la paix et pas la guerre. Ah ben oui, mais bon, à un moment donné, il faut bien s'appuyer sur quelque chose. Oui, Mais je quoi dis pas qu'il que ça en n'a pas de soit, sens. il y a quand même, ça se toucherait. Il serait, le prix serait dans les 60%, mais non, il est quand même en dessous des autres. Donc je veux bien, hein, mais bon, tous les Français racontent pas des sornettes non plus. Non, mais ce que soulève Christelle est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que je dis que je pense que le consommateur, lui, il est prêt à y aller. C'est que quand on l'interroge, c'est-à-dire pas quand il est dans le supermarché, mais quand on l'interroge, lui, il cherche d'abord un fruit et un légume qui va venir de France, pas loin de chez lui, parce que de plus en plus, la consommation responsable, c'est quelque chose qui va avoir un impact. Et de temps en temps, il va avoir envie de se faire plaisir avec un ananas, un pamplemousse, des choses comme ça. Mais ça, c'est vraiment l'origine, et on peut en parler, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le consommateur, et la saisonnalité. Sur la saisonnalité, je pense qu'on est en train d'avancer, parce que pour le coup, on a de plus en plus de calendriers sur différents supports. Je pense qu'il y a un côté un peu retour à la terre qui fait que ça y est, on a compris que les fraises à Noël, c'est terminé. Après, il y a le prix. Et pourquoi est-ce qu'on a une petite différence entre ce qui est déclaré, c'est-à-dire ce que le consommateur veut faire, et ce qui est fait finalement? Ben, c'est parce qu'entre-temps, il y a le marketing qui est intervenu, il y a le fait d'être allé dans un rayon. Je veux pas sortir toutes les photos de mon téléphone, mais le nombre de fois où moi je tombe sur des champignons, c'est marqué en gros origine France, sur la barquette c'est marqué Pologne. Des poires qui sont marquées reflet de France avec un autocollant. Et quand c'est marqué origine, en dessous, c'est marqué Nouvelle-Zélande. À ma connaissance, Nouvelle-Zélande et France, c'était pas tout à fait au même endroit. Enfin voilà. Et après, c'est ça aussi qui peut expliquer pourquoi il y a une différence entre la déclaration du consommateur et ce qu'il va faire dans les faits. Et je suis vraiment convaincue qu'on peut embarquer le consommateur et que justement, il est réceptif. Il est réceptif parce qu'il le dit que c'est ce qu'il veut faire. Pourquoi il n'arrive pas à le faire? Ben, c'est là où on a un champ d'action et c'est là où il faut qu'on agisse. Christelle, on voit bien qu'il y a un boulot sur l'affichage quand même. Même si la règle existe, si la règle elle est claire, elle est précise, dans les faits, c'est pas simple. Mais oui, mais après, on est tous des êtres humains. Et puis, le problème, c'est la rotation de personnel, le turnover, comme on dit, de personnel. Je pense que de ce que j'entends dans la grande distribution, il y a un turnover assez conséquent qui fait que peut-être qu'il y a des défauts de formation. Alors voilà, nous avons le CAP primeur qui est là aussi pour essayer de remédier à tous ces problèmes-là. Mais bon, hein, encore, on est au début et voilà, je pense que voilà, derrière les étiquettes, il y a des êtres humains et puis, ben voilà, l'erreur, elle est là, je l'entends. Pour en revenir sur le marketing, ça fait plusieurs fois que Marie-Amandine en parle. C'est vrai que c'est tout à fait ça. Mais sauf que nous, on n'a pas les sous.
Il nous manque des sous pour faire de la communication comme ça. On aimerait bien faire des super communications dans les médias. Alors, on en fait, mais à notre échelle. Et on touche une certaine partie de la population. Mais il est vrai que le marketing fait par les gros industriels des pâtes à tartiner et des barres chocolatées, ils ont des budgets qui ne sont pas du tout les nôtres. Alors demain à 10h, il y a un intéressant débat, fruits et légumes, la communication soutient-elle la consommation? Je vous y invite. Une question ici et puis derrière. Vas-y. Bonjour, Emmanuel, journaliste pour le magazine Végétable. Justement, j'allais parler de ça, du marketing, et vous dites que les enfants sont matraqués depuis des années pour qu'on leur vende du Nutella. Effectivement, ça voudrait dire que si on matraque suffisamment, on serait prêt à payer cher les fruits et légumes parce que les enfants en auront vraiment envie. Ça, c'est ma première question. Avec la question, enfin, c'est une question ou une remarque. Avec effectivement ce que disait Christelle Tesset, c'est un manque de moyens. Pour avoir les moyens, il faut vendre les fruits et légumes plus chers. C'est le serpent qui se mord la queue. Et ma deuxième remarque, c'était... mince, je l'ai bouffé. Restons sur la première. Je suis désolée. Pas grave. Marie Mandy, derrière une question là-bas. Mais allez-y, répondez. Je vais une fois de plus pas me faire des amis en vous répondant. Mais si on regarde le budget des ménages, qui est le budget 2024. Donc là, pour le coup, on a les chiffres les plus récents. Si on regarde comment se répartissent les différentes catégories au sein de l'alimentaire, je vais vous donner un chiffre. Il y a 7% du budget qui part en fruits. Il y a 8% qui part en alcool. Il y en a quand même un qui est un peu plus nécessaire que l'autre. Je veux dire, je veux pas me mettre tout le lobby des alcooliers à dos, mais quand on voit ce chiffre-là, je trouve qu'il est extrêmement parlant. Ça veut dire qu'on dépense plus en bière, en vin, en champagne, qu'en melon, en cerises, etc. Donc oui, je pense que s'il y avait un vrai travail d'information, il y aurait une vraie connaissance de ce qu'il y a derrière une cerise. Moi, mon premier souvenir, c'est en 97 sur la cerise. Je vais vous faire croire que j'étais toute petite, mais je n'étais pas si petite que ça. Mais en 97, je me souviens, c'est une année où il n'y a pas eu beaucoup de cerises parce qu'il y avait eu des mauvaises conditions météo et elles étaient très chères. C'est le jour où moi, j'ai pris conscience qu'effectivement, ce qu'on achetait, ça poussait pas de dessous le sous-sol du magasin. Et ça, c'est un travail, quand il est fait, les gens sont prêts à mettre cher. Enfin, je veux dire, regardez ce qu'on a tous dans notre poche, dans notre sac, et regardez le prix que ça a par rapport à notre alimentation. Alors, oui. Oui, bonjour. Donc, Olivier Lemouzy, opérateur du commerce dans la filière fruits et légumes. Je suis expéditeur en Occitanie et je suis aussi un membre actif à la communication Interfel. De la façon dont est formulée la question, on ressent une crispation. Bon, de suite, on vient parler d'argent. Mais réellement, qu'est-ce qu'on va y mettre derrière? Monsieur Salle l'a dit, poser la question comme ça, c'est trop compliqué d'y répondre simplement. C'est pas possible, c'est pas possible. Aujourd'hui, votre exemple de tomates, on parle de prix kilo. Mais rarement on achète un kilo de tomates cerises, on achète une portion. Christelle l'a démontré par le prix, on est à moins de 1,50 € par jour. 1,50 € par jour pour se nourrir, c'est moins cher qu'un litre de carburant, c'est moins cher qu'un ticket de métro. Je veux dire, on s'alimente pour moins cher que le reste de nos besoins du quotidien. Le consommateur, on se rend compte qu'il est de moins en moins éduqué. Par lui-même, il vient moins chercher l'information sur ce qu'il veut acheter, sur son alimentation, sur sa culture. Là, ici, on est entre professionnels ou gens très intéressés par la filière. Nous sommes ultra sensibles à ce produit et nous avons aussi quelque chose que nous partageons tous, cette impétence à vouloir bien manger. Beaucoup de gens ne l'ont pas, en fait. Aujourd'hui, on voit bien que dans le budget de la famille, l'alimentation, ça vient à la fin. Tout est par prélèvement et on mange avec l'argent qui reste. Donc, on a cette sensation que c'est cher. Mais en fait, tout ce qui est cher, c'est ce qui passe avant. Et enfin, j'aimerais terminer mon propos là-dessus, c'est que pour répondre de manière la plus simple, comme la question est posée, les fruits et légumes sont-ils chers? Oui, pour moi, ils sont chers à mon cœur et à ma volonté de bien manger. Merci. Merci Olivier.
Alors, je rappellerai juste que dans les chiffres qui ont été cités, sur 1,13 € par jour et par personne, c'est que sur les portions de fruits et légumes. Il faut quand même acheter à côté quelques céréales, quelques produits laitiers, quelques féculents pour compléter. On ne se nourrit pas essentiellement de fruits et légumes, même si je suis d'accord, c'est une grosse partie de l'assiette aujourd'hui. On avance tranquillou, on a largement le temps, tout va bien, mais je veux pas qu'on oublie. J'arrive. Je veux pas qu'on oublie deux sujets. On n'a toujours pas revenu sur la marge, on va y revenir. Puis je voudrais qu'on parle aussi d'un aspect qu'on n'a pas évoqué encore depuis tout à l'heure, c'est le volet restauration hors domicile, où la place des fruits et légumes est un peu à gagner, mais il y a une autre... Ah ben, Thierry Mounerac. Juste une petite réflexion. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une étude qui a été faite. Le premier critère, c'était quoi? L'origine. Oui. Le deuxième? Saisonnalité. Troisième? Prix. Quatrième? L'aspect visuel. Et cinquième? Mais oui. Elle l'a plus en tête. Si? Bon. Juste une petite remarque. Le goût, on en parle? Non, mais c'est les critères mis en avant par le consommateur. Vas-y, là-bas. Mais je suis désolé, le consommateur, son premier critère, ça devrait être le goût. Je suis désolé, quand on achète une mangue, c'est pour se faire plaisir. Un melon, c'est pour se faire plaisir. Des cerises, c'est pour se faire plaisir. Il y a peut-être des produits de première nécessité, mais il y a quand même une différence entre une carotte de sable et des carottes normales. Donc je pense que le problème, le consommateur ne connaît pas le produit. Donc son premier critère, je suis désolé, ça devrait être le goût. Ce n'est pas ce qu'il dit. Alors j'ai vu ici, là, oui, on continue. Hop. Alors, Myriam Martineau, je suis présidente de l'Interpro Melon. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier de citer le melon toutes les deux phrases, parce que ça fait une pub gratuite. On vous enverra la facture à la fin du débat. Et moi, je voulais venir sur la communication parfois agressive de certaines enseignes. Et je voulais vous demander... Myriam. Ouais. Oui, pardon. Je voulais vous demander si vous pensez qu'elle participe à cette fausse perception de cherté des fruits et légumes. C'est-à-dire les promotions. Oui. Les promotions sur la tomate cerise à 99 centimes. Non, mais ou, évidemment que quand on attire et qu'on fait des spots pour dire chez nous, la barquette, elle est à 90 centimes, quand il y a une consommatrice comme moi qui regarde les tomates d'à côté et qui voit que c'est 17 € le kilo, on comprend pas. Donc ça participe, en fait, tout ça participe à ce que certains vont appeler éducation, ce que moi j'appelle information, ce qu'on appelle marketing. Enfin, vraiment, il y a un vrai travail et il faut que le consommateur puisse prendre conscience que quand on l'appelle avec une barquette de fruits ou de légumes pas chers, bah, c'est que forcément, il y a un rattrapage sur le reste. Et surtout, il faut pas que ça s'inscrive comme étant le prix normal, mais qu'ils comprennent bien que ce soit un prix d'appel. Mais là encore, c'est ce que je disais, en fait, le consommateur, comme il est livré à lui-même et qu'on trouve de tout, c'est quand même très difficile. Et juste sur le melon, je me permets une petite précision. Quand on parle d'absence de marketing et de dialogue, les gens, vous avez un melon qui est assez connu, les gens sont pas forcément conscients de savoir quel est le melon qui vient expressément de France, quel est le melon qui peut venir d'un autre pays mais porter le même nom. Et ça aussi, ça peut prêter à confusion. Moi, je connais des gens qui ont attendu d'avoir 35 ans pour savoir que le kiwi, ça pouvait pousser en France. Bah ouais. Et donc, du coup, bah, tout ça, ça participe parce que bah, les gens, ils sont persuadés d'acheter un kiwi, un fruit exotique. Donc, ils se disent, c'est pas grave si c'est cher, c'est normal, c'est un fruit exotique. Non, non, ça pousse en Dordogne, les kiwis, en fait. Ok. On parle de la marge. La marge sur dans les rayons, chez le distributeur, chez le détaillant, est-ce qu'elle participe à
à la difficulté de saisir le bon prix et le juste prix du fruit et du légume? Mais normalement, la marge, elle est en corrélation avec les charges. Parce que ça n'a échappé à personne. On a tous des charges. Nos entreprises sont tous de plus en plus chargées. En plus, je vais pas dire chaque jour, mais tous les mois, on a une nouvelle charge qui nous tombe dessus. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir la payer aussi. Donc, marge, moi, je préfère parler de charge. Voilà, parce que nos entreprises, aujourd'hui, le prix, il est constitué du prix d'achat du fruit ou du légume, plus la marge, et après, qui ne travaille pas pour gagner de l'argent en même temps. Vous travaillez gratuitement, Olivier? Non, c'est pas Bon. péché. Non, mais j'ai pas dit tricher. Non, péché. Péché, ah pardon. Pas péché. Péché. Non, pas de souci. Non, Non, mais voilà, à un moment donné, je pense pas que. Alors après, moi, je connais pas les pratiques des grandes surfaces, mais chez nous, en tout cas, derrière chaque prix, on peut expliquer chaque prix. On peut expliquer chaque prix. Moi, je tiens mon bilan à disposition de qui veut le voir. Vous verrez qu'au bout du bout, en bas, le pourcentage de résultat par rapport au chiffre d'affaires, c'est inférieur à 1%. Donc voilà. on manque de transparence peut-être, en règle générale, évidemment. Évidemment qu'il y a des cas individuels, mais on est là, on parle de choses très générales, mais ça participe au débat. Ah oui, on manque clairement de transparence sur les marges et je pense qu'il faut vraiment distinguer plusieurs situations entre les marges et qui là sont en fait des charges quand effectivement on va sur le marché acheter directement au producteur. Là, on sait quand c'est le producteur, évidemment. Enfin, on sait que là, il est juste en train de gagner sa vie en vendant ce qu'il a fait pousser, ce qui me semble est la base en fait. Il faut qu'il vive. Ça, il y a pas là-dessus, on n'a pas de sujet. Là où on a un vrai sujet, et c'est pour ça aussi que je le répète depuis tout à l'heure, mais il y en a quand même 7 sur 10 qui vont acheter en grande surface. Et en grande surface, la marge brute du rayon fruits et légumes, elle était en 2023 de 31%. Et en marge nette, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé tout le monde, les salaires, les charges, la lumière, tout, ils sont à 4,5 de marge nette. Donc ce que je veux dire, c'est que le consommateur, lui, quand il achète ses fruits et légumes dans un supermarché, il arrive en bout de course. Et il se prend tout. Il se prend toutes les marges qui ont été cumulées de tous les intermédiaires. Ce qui fait qu'on est dans cette situation que je dénonce et vraiment que je regrette, c'est qu'on a un consommateur qui peut payer trop cher certains fruits et légumes, alors que le producteur, lui, a à peine de quoi vivre. Et il est là le vrai scandale, en fait. Il est là le vrai scandale. Alors après, c'est ce que je disais, sur les marges, je pense que l'interlocuteur principal n'est pas là, donc on n'aura pas plus d'explications que ça. Christelle, je suis en train de devenir un brontosaure des fruits et légumes. J'ai à peu près, on est plusieurs à avoir tout connu, le double affichage, le double étiquetage, etc. Il y a eu plusieurs tentatives d'essayer de mettre un peu de pédagogie et de transparence dans l'affichage du prix des fruits et légumes. Ça a jamais fonctionné. Vous trouvez pas qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur nos étiquettes? Vous voulez qu'on en rajoute encore parce qu'on nous demande peut-être je sais pas, mais il y en a qui parlent de rajouter l'impact environnemental, de rajouter le prix d'achat, non, à un moment donné, le consommateur, déjà qu'il y comprend rien sur les étiquettes, si en plus on lui rajoute des informations supplémentaires, ça va surcharger la pancarte. Moi, j'ai peur que ce soit pas favorable, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire moi aussi quelque chose j'ai oublié du donc, coup. C'est pas de l'affichage, mais peut-être du dialogue, donc il manque de relations humaines peut-être. Ah, ça c'est autre chose, hein, relations humaines. Mais moi, je suis pas certaine que le chef de rayon de la grande distribution soit au courant de la comptabilité des marges et du prix payé au producteur par la centrale à laquelle il achète. Je pense pas que après je m'avance peut-être un peu, hein,
Mais moi, en tout cas, mes salariés ne sont pas au courant du prix que je paye aux producteurs, hein. Mais ce qu'ils savent, c'est que ça fait 20 ans que ce producteur, il travaille pour moi. Et si je le payais pas bien, il travaillerait pas depuis 20 ans pour moi, quoi. Donc, C'est déjà une information importante. oui. Voilà, c'est une information importante qu'on n'a pas toujours. Allez, oui, j'ai vu. Moi, allô? Oui. Oui. Pour parler des marges, bon, je connais un peu le sujet des marges, je l'ai pratiqué au détail, en gros, au détail, en grande surface. Je peux vous dire combien ils prennent de marge. C'est assez conséquent. Et vous avez raison, Christelle, souvent les chiffres ne sont pas divulgués au personnel, ce qui est un grand tort, ce qui fait qu'à la fin, ils n'ont peut-être pas la prime espérée. Il faut y penser à ça aussi. Alors, ce que je peux dire, les marges en fruits et légumes, elles sont libres, il faut le savoir au détail. Elles sont libres. Vous pouvez acheter 1 euro, revendre 5 euros, vous pouvez le faire. C'est pas interdit. C'est pour ça que, bon, vous avez raison, il faut ajuster ça, bien sûr, par rapport à ces charges. En général, la grande distribution, ils achètent 2, coefficient 2. Donc, ils vendent 4. Je vous le dis, au détail, ça arrive en magasin à 2 devant la porte du magasin, ils revendent 4. Les marges sont libres, donc. Depuis 93, Balladur. Balladur, autrefois, en Balladur, années 80, si certains étaient plus jeunes à l'époque, il y avait un coefficient. Vous achetiez 2 francs, vous vendez 3 francs. OK? Alors moi, ce que je faisais à l'époque, le citron, l'ail, l'échalote, l'oignon, c'était les prix assez fixes toute l'année. Et je disais souvent aux fournisseurs, relève-moi de 20 centimes, peut-être que tu en auras besoin, toi, plus tard, et moi aussi. Parce que moi, ça m'est égal en marge. Vous voyez? C'était un coefficient, 1,5. Vous voyez? 2 francs, on vendait 3 francs. 4 francs, 5 francs. Ce qui fait qu'obligatoirement, ben, vous avez une propension à augmenter les prix. Mais dans le reflet du marché, vous voyez? Parce que quand même, c'est assez capé, vous voyez, par rapport au coefficient. Ça, il faut le savoir, ça. Hein. Et depuis, les marges sont libres, il faut le savoir. Directive européenne. Hein. Voilà. Merci. La restauration hors domicile, la part des fruits et légumes frais, que ce soit la restauration collective ou la restauration commerciale, c'est pas là où la consommation est le plus important. C'est pour des questions de prix, c'est des questions de praticité, c'est les deux. On en revient toujours aux fruits et légumes qui sont bruts et qu'il faut travailler, qu'il faut cuisiner. Donc, il faut de la main-d'œuvre dans les cuisines de la restauration collective. Alors, on va parler. Et alors, même si aujourd'hui la restauration collective fait des efforts, faut aussi le noter. Il reste néanmoins une part importante, je pense, de produits surgelés ou de produits en conserve, en fruits et légumes, qui sont proposés aux convives. Mais bon, il y a aujourd'hui des efforts qui sont faits. Dans la restauration commerciale, alors moi je sers beaucoup de restaurants, hein, du kebab aux 2 étoiles. Ça fait une fourchette assez large. Eh bien, on vend quand même de plus en plus de fruits et légumes. Donc, il y a une demande qui progresserait. Oui, enfin moi, chez moi, hein, dans ma Oui, région, non, mais c'est voilà, intéressant. c'est une demande qui progresse. Alors moi, ce que j'essaie de faire, c'est... Alors, il y en a qui essayent de temps en temps, c'est faire changer la carte, arrêter de mettre la viande ou le poisson devant et les fruits et légumes quand ils les, enfin les légumes quand ils les mettent derrière, mais inverser, mettre les légumes devant et puis la viande derrière. Alors, il y en a qui s'y amusent, qui essayent de le faire, mais c'est loin d'être la majorité, c'est loin d'être parti. Mais quoi qu'il en soit, des légumes et des fruits sont aujourd'hui, je trouve, de plus en plus cuisinés dans la restauration commerciale. Voilà. La restauration collective, j'en sers aussi beaucoup, enfin pas mal. Bon, ils en passent, hein, ils en passent quand même un petit peu.
Même si ça reste, je crois, moins de 10%. Je crois que c'est de la consommation des fruits et légumes qui est consommée en restauration collective. Ouais. Marie-Amandine, c'est un secteur que vous suivez, la restauration en général, ou vous restez plutôt sur la grande consommation? C'est un secteur qu'on va pas du tout suivre directement. La restauration, qu'elle soit collective ou commerciale. Alors même si on a pu faire quelques enquêtes de temps en temps, mais ça fait pas partie des sujets qu'on suit. De tête, il y a quand même une des versions Egalim qui prévoyait que les cantines justement s'approvisionnent un petit peu plus en local, ce qui nécessite du coup un peu plus de fruits et légumes. Mais ce que vous dites quand même sur la restauration collective et la restauration commerciale me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure à propos du storytelling des fruits et légumes. Et en restauration collective, on a quand même des personnes comme Guillaume le cantinier, qui sont des personnes qui sont ultra suivies sur les réseaux sociaux et qui montrent que justement on peut faire autrement et on peut cuisiner. Et je pense qu'il y a quand même un développement des options végétariennes sur les cartes des restos qui font qu'on tire un petit peu vers le haut cette demande en fruits et légumes. Alors, il nous reste une petite dizaine de minutes, donc c'est le moment pour les dernières prises de parole. Et vous, Christelle et Marie-Amandine, pour ceux que vous n'avez pas encore eu la possibilité et l'opportunité de dire, de vous manifester. Christelle, je sais que vous voulez, sur le sujet d'aujourd'hui, est-ce que vous avez dit tout ce que vous aviez envie de dire et on passe à Aprifel? Oui, oui. Ou, Non, non, moi, enfin, c'est bon. vous Après, il y a vous n'allez des pas me questions. dire on m'a empêché de. Non. Non. Oh là là. Je vous taquine. Marie-Amandine, un petit mot avant que je donne la parole à Christelle. Oh, je vais juste rajouter deux Ouais. mots si j'ai le Deux? temps. Oui, oui, on a tous les temps qu'il faut. Deux mots. Non, mais parce qu'on parlait des marges et on parlait de est-ce qu'il n'y a pas trop d'informations finalement qui sont portées à la connaissance du consommateur. Ce qu'il y a aussi, c'est que à l'heure actuelle, il y a des informations qui sont portées à sa connaissance, mais qui sont pas des informations obligatoires et qui viennent brouiller justement le message qui est envoyé. Et le consommateur sait plus faire le tri entre ce qui relève de l'obligatoire et ce qui relève en fait du marketing. Donc là, c'est compliqué. Et sur l'affichage des marges, effectivement, ça va être compliqué d'afficher les marges, d'afficher toute la transparence. Mais si on compare avec des produits qui ne sont pas des fruits et légumes, mais qui vont être du lait ou du beurre sur lesquels on a une garantie de bonne rémunération du producteur, on sait que c'est des produits sur lesquels le consommateur est réactif et il est prêt à payer plus cher. C'est pour ça que je crois vraiment en une possibilité de trouver un moyen d'informer le consommateur correctement et qu'il fasse confiance et qu'il soit prêt à payer correctement pour qu'en bout de chaîne, ce soit aussi le cas. Merci, merci Marie-Amandine. Plus de réaction. Christelle, le mot de la fin est pour vous. Ouais, c'est gentil. Non, voilà, sur toutes ces bonnes paroles, bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure des 5 portions de fruits et légumes. C'était pour dire que une meilleure sensibilité donc aux bienfaits nutritionnels des fruits et légumes et aux réalités économiques aussi, parce que on l'a vu, 1,13 € par jour par personne, 4,50 € pour un foyer de 4 personnes. Ok, c'est que les fruits et légumes, faut rajouter les protéines derrière et tout ça, et bon, font que, enfin, je pense pas que ça mette à mal beaucoup de ménages quand on sait qu'aujourd'hui que la part des fruits et légumes dans la part de l'alimentation, la part de l'alimentation, c'est à peu près 12% du budget d'un ménage. Et nous, on est à autour de 10% de ces 12% en fruits et légumes. Si on arrivait donc à sensibiliser les consommateurs à tous ces points-là, ça pourrait aider aussi peut-être à inverser la tendance de consommation des fruits et légumes. Et aujourd'hui, c'est important et urgent parce que les études le montrent, les études scientifiques le montrent, une sous-consommation de fruits et légumes favorise les maladies cardiovasculaires, favorise le diabète de type 2, favorise beaucoup de maladies qui pourraient être évitées. Et aujourd'hui, la prévention en France est quand même
un mot qu'on connaît mais qu'on met pas en œuvre. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est pour ça qu'Aprifel s'attache à informer. Donc vous avez tous vu passer sur les chaînes notamment de France Télévisions par exemple, c'est bon à savoir, sur les bienfaits de la consommation des fruits et légumes. Mais on informe aussi les professionnels de santé. On est aussi dans les écoles, donc bon voilà, on essaye enfin on y est, hein, on y est. Et j'espère que ça portera ses fruits. Voilà. Pour rappeler, voilà, merci. Donc, je rappelle qu'à Prifel, il y a un collège de professionnels et un collège de scientifiques et de consommateurs. Il y a le conseil d'administration. Voilà. Et ensuite, il y a le conseil consommateur et le conseil scientifique. Le conseil scientifique est composé de scientifiques de différentes spécialités. Et le conseil consommateur est composé d'associations de consommateurs. Et l'UFC Que Choisir est membre actif? Eh bien, non, c'est pour ça que j'invite l'UFC Que Choisir à nous rejoindre, parce que nous avons fait plusieurs appels du pied depuis de nombreuses années, mais on n'a jamais eu de réponse positive. Donc, c'est vrai que Famille Rurale en fait partie, vous les citiez tout à l'heure. Il y a beaucoup d'associations de consommateurs qui sont là, mais c'est dommage que vous ne soyez pas avec eux pour justement débattre de tous ces sujets. Ça devrait être possible, non, maintenant que vous connaissez les fruits et légumes? J'en parlerai avec le bureau, car toute représentation passe par le bureau. C'est bien, c'est de la démocratie. Ben, j'attends le communiqué de presse de l'adhésion de l'UFC Que Choisir à Aprifel. Merci à tous, merci d'avoir participé à ce débat. Merci Marie-Amandine et merci Christelle. Je rappelle que maintenant, alors je pense que c'est ici que tout se passe, c'est ça, le début de la soirée, avec le lancement du cri Occitanie, le cri du cœur, et des 15 ans de Metzfeld. Et demain, on reprend à 10h sur la communication. Merci à tous.